Merci Anissa et merci à tous les participants de s'intéresser à ce sujet et de participer aujourd'hui à ce webinaire. C'est un événement important, ces rencontres d'un toit pour tous et on est très fiers d'y participer. Donc moi je suis Régis Forgier, titulaire de la chaire Haute, qui est une chaire portée par Grenoble INP, dont l'objectif est d'améliorer la connaissance de la précarité énergétique, ce que c'est que la précarité énergétique sous différents aspects, santé, logement, mobilité, mais avec objectif quand même de mobiliser le monde du terrain. Et il y a un monde du terrain qu'on a touché et qui marche très bien, ce sont les étudiants. Les étudiants, parce que ce sont les décideurs de demain, ce sont les acteurs de demain, et ils sont appropriés vraiment à bras le corps toute cette problématique de la précarité énergétique. Et puis un jour, ils nous ont dit, ouais, mais on aimerait commencer par parler de nous aussi. Est-ce qu'on peut parler de notre précarité à nous aussi? Donc, ils ont fait un gros travail sur la région grenobloise, d'essayer de comprendre ce que c'était la précarité énergétique étudiante. Et ce travail a été relayé et pris en compte par l'AURG, donc l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, pour faire parler les chiffres, faire comprendre ce travail qui a été là. Et c'est ce travail, les résultats de ce travail qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on est ravis d'accueillir l'AURG comme partenaire de la chaire sur ce sujet-là. C'est un sujet, cette étude, vous n'êtes pas les premiers à qui on la présente, puisqu'elle est très demandée au niveau national, parce que la précarité énergétique des étudiants est un point mort. C'est pas dans les radars des associations, des institutions au niveau national. Et donc, c'est très demandé. C'était intégré dans différents dispositifs nationaux comme l'ONP, donc l'Observatoire national de la précarité énergétique. Donc, on est ravis de pouvoir continuer à faire cette présentation et à essayer, même parce qu'il est important de faire parler de ça. Aussi, l'ensemble des responsables étudiants au niveau national s'intéressent beaucoup à cette étude-là, que ce soit les recteurs d'académie, que ce soit même le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'intéressent beaucoup à tout ce qui a été dit ici, tout ce qui a été fait ici. Et l'objectif, c'est que vous, association de terrain, vous appropriez tous ces sujets-là, enfin, que ce soit bien mieux connu, en tout cas, pour mieux lutter contre la précarité énergétique étudiante, qui est un des aspects de la précarité toute simple, hein, tout simplement des étudiants. Mais vous allez voir qu'à précarité énergétique étudiant, il y a des choses qu'on peut faire. Voilà, donc mon grand merci. Je vais passer donc la parole à Déborah et Isabelle, donc de l'AERG, donc l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, qui vont présenter cette étude-là. Isabelle et Déborah, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Bonjour, moi je suis Isabelle Reynaud, chargée d'études mobilité énergie à l'agence d'urbanisme. Et Déborah Sevigny, chargée d'études habitat et observation à l'agence d'urbanisme. Je vais tout d'abord rappeler brièvement ce que c'est que l'agence d'urbanisme. Donc l'agence d'urbanisme, c'est une association, loi 1901, qui est au service des collectivités locales des territoires alpins. Donc c'est un outil d'ingénierie publique partenariale dont les membres sont donc les collectivités locales. Un outil aussi qui est pluridisciplinaire. Au sein de notre structure, on a bien entendu des urbanistes, puisqu'on est agence d'urbanisme, mais on a aussi des experts en habitat, des experts en mobilité, des experts en environnement, des experts en économie, des experts en observation. Donc voilà, c'est une équipe très pluridisciplinaire et une structure indépendante. Donc notre métier, c'est le développement territorial, l'aménagement, l'urbanisme. Et notre conseil d'administration est composé d'un collectif d'élus qui orientent nos travaux, qui votent et qui pilotent notre programme d'activité mutualisé. On a 5 grandes missions qui sont l'observation des territoires, la planification, donc on élabore tout un tas de documents tels que les PLUI, les PDU, les PLH. On a aussi une activité de projection, on travaille à des études prospectives. On a aussi un rôle que nous ont dévolu nos membres d'animation. On est un lieu de dialogue neutre entre les élus des différentes collectivités.
Et puis un lieu aussi de partage où on a des missions de notamment valorisation d'un certain nombre de travaux, de liens avec aussi le monde de la recherche. Donc ensuite, au niveau de l'exposé qu'on va vous faire, là, il va se dérouler en deux parties. Une première partie plutôt méthodologique, parce que c'était une étude expérimentale, et puis une deuxième partie que vous présentera Déborah, qui sont les résultats des analyses. Donc ce projet d'enquête sur la précarité énergétique des étudiants, il a été mené au cours de l'année 2020-2021 par un atelier d'étudiants du Master Ingénierie, Développement territorial et Transition. Donc, c'est un projet qui avait été commandité conjointement par la chaire Hop et l'agence d'urbanisme. J'insiste un peu sur l'année sur laquelle il s'est déroulé, puisque c'était l'année 2020-2021, où on était encore dans des phases de confinement. Donc, les étudiants n'ont pas pu mener le travail jusqu'à son terme, et c'est pour ça que l'agence, après l'enquête, a repris cette base de données pour approfondir les analyses. Donc, on avait choisi de leur confier ce sujet de la précarité énergétique étudiante parce que c'est un phénomène qui est très peu étudié jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on sait que c'est une population au sein de laquelle cette précarité existe et est en croissance. Donc, les objectifs qu'on a donnés aux étudiants pour cette enquête, c'était la quantification de la précarité énergétique étudiante, également un besoin de qualifier cette précarité énergétique étudiante et d'identifier les stratégies mises en œuvre face à cette précarité énergétique. Donc, au niveau du dispositif d'enquête, c'était une enquête qui était administrée par Internet et pour lequel les étudiants ont pu obtenir le fichier d'adresse mail des étudiants de l'UGA, de l'Université Grenoble-Alpes. Donc, on a environ 60 000 étudiants qui ont été contactés via leur adresse mail universitaire. Et le nombre de réponses obtenues a été de 2000, donc un taux de réponse environ de 3%. L'enquête était assez longue et 6 thématiques étaient abordées dans le questionnaire. Donc, tout d'abord, la description du logement dans lequel vivait l'étudiant. Il y avait tout un volet de l'enquête qui concernait ses ressources et le poids de ses charges d'énergie. Un volet de l'enquête également qui traitait du confort dans le logement. Un volet également sur la santé. Ce qu'on cherchait à savoir, c'est si les situations d'inconfort avaient un impact sur la santé des étudiants. Et puis, bien sûr, un volet sur les caractéristiques socio-économiques de l'étudiant. Donc, je vais entrer dans les questions un peu plus méthodologiques. En analysant cette enquête, on a identifié un certain nombre de limites dans ces données recueillies. Je le disais, c'était une expérimentation, donc on avait aussi un objectif méthodologique. On a identifié 4 limites principales dans ces données. La première limite, c'est certains biais dans la représentativité de l'échantillon. Ce qu'on a pu constater notamment, c'est que les plus jeunes étudiants, donc les étudiants des premières années universitaires, ont davantage répondu que la population étudiante dans son ensemble. Et ce qu'on a aussi pu identifier, c'est que les enfants d'employés sont surreprésentés dans l'enquête et les enfants de cadre sont sous-représentés. Et l'hypothèse qu'on a faite, nous, c'est qu'ils sont davantage concernés par le phénomène de précarité énergétique, donc ils étaient plus motivés pour répondre à l'enquête. Le deuxième biais qu'on a pu identifier, c'est une mauvaise compréhension de certaines questions.
notamment sur tout ce qui était montant des charges liées à l'énergie. On a eu un nombre non négligeable d'étudiants, par exemple, qui sont logés en résidence universitaire. Et donc, en résidence universitaire, le montant des charges énergétiques est compris dans le loyer. On a quand même un certain nombre d'étudiants qui nous ont déclaré avoir des charges énergétiques dans leur logement. Donc, on a vu qu'on a un certain nombre de biais sur cette question-là, sur certaines questions. On a constaté aussi qu'on avait un faible taux de réponse à certaines questions, et ça, on y reviendra dans la deuxième partie de l'exposé. Et puis, on a pu constater aussi un certain nombre de biais cognitifs qui correspondent à comment dire, des réponses un petit peu formatées ou qui peuvent être comprises différemment par les répondants et des réponses difficiles à interpréter. Comme par exemple, on avait une question sur la perception des dépenses énergétiques. On demandait aux étudiants, considérez-vous que vos dépenses énergétiques sont trop élevées? Et en fait, en l'analysant, on a pu constater que certains considéraient que l'énergie était trop chère et que d'autres indiquaient qu'ils n'avaient pas les moyens de payer le coût de leurs dépenses énergétiques. Donc, on a voilà, un certain nombre de questions qui sont ambiguës. Donc, je disais tout à l'heure, cette enquête s'est déroulée pendant le confinement, le deuxième confinement de l'automne 2020. Et ce contexte a un impact potentiel sur le marché de l'immobilier étudiant. On avait à l'année universitaire 2020-2021 des étudiants moins nombreux à Grenoble. Une partie des étudiants avaient fait le choix de poursuivre ses études plutôt dans un lieu proche du domicile familial. On a des étudiants étrangers qui ont été moins nombreux. Et la conséquence, c'est que la demande de logement a chuté. Donc, des biens qui étaient habituellement loués n'ont pas trouvé preneur. Et du coup, ce sont les logements les moins attractifs qui n'ont pas été loués. Donc, on a là aussi un biais dans nos réponses par rapport aux logements occupés. Une des difficultés aussi qu'on a rencontrées dans l'enquête, c'est la mesure des ressources des étudiants. C'est une difficulté qui est assez connue hein, dans les études qui sont menées sur cette population. Les étudiants ont des ressources très hétérogènes. Donc, certains ont des aides familiales qui peuvent être de plusieurs natures. Ça peut être des aides en argent, mais ça peut être aussi la mise à disposition d'un bien, comme par exemple une voiture ou des cadeaux de vêtements ou des achats de nourriture, donc qui sont difficilement mesurables en fait. Au-delà de la ressource financière, c'est difficilement mesurable tout ce que les familles peuvent apporter aux étudiants. Certains étudiants bénéficient d'aides sociales, certains étudiants font du travail rémunéré, mais là aussi, certains vont travailler toute l'année, d'autres vont travailler seulement l'été. Et du coup, quand on leur pose la question de leurs ressources, on a du mal à poser des questions qui nous permettent vraiment de retranscrire le réel niveau de ce dont ils disposent. On a aussi des étudiants qui ne gèrent pas directement toutes leurs ressources. On a certains parents, par exemple, qui vont payer directement le loyer. Donc, c'est vraiment une réelle difficulté pour étudier la situation des étudiants. On a vu aussi que certains étudiants ont dû mal comprendre les questions. On a 20% des étudiants qui nous déclarent avoir un niveau de loyer supérieur à leurs ressources et qui donc auraient un reste à vivre négatif. Il y a une petite erreur là sur notre diapo. Après paiement uniquement du loyer.
Donc, ces étudiants-là n'auraient plus rien une fois qu'ils auraient payé leur loyer et ne pourraient pas vivre. Ça nous a paru une proportion vraiment très élevée et on pense qu'il y a un biais à ce niveau-là. On demandait, effectivement, j'ai déjà parlé de ça, hein, on demandait aux étudiants s'ils considéraient leurs dépenses énergétiques comme trop élevées. Et on voit que 42% des répondants estiment que leurs factures sont trop élevées, mais seulement 9% déclarent avoir des difficultés à les payer. Et puis, on a parmi les répondants qui ne déclarent aucune dépense énergétique, 16% les considèrent néanmoins comme trop élevées. Donc, ça nous a quand même un petit peu, rendu prudente sur les interprétations de ces questions-là. Au niveau des grands enseignements méthodologiques qu'on tire de cette première enquête, c'est déjà qu'au niveau de la quantification de la précarité énergétique étudiante, nos résultats ne sont pas extrapolables à l'ensemble de la population. On l'a dit, il y a des biais dans l'échantillon. On a une mesure difficile des ressources des étudiants et donc du poids des dépenses énergétiques et du reste à vivre. Et donc, un des gros enseignements pour nous, c'est que déjà l'indicateur du taux d'effort énergétique tel qu'il est proposé par l'ONPE n'est pas adapté au public étudiant et il n'est pas possible à partir des données recueillies de quantifier la proportion d'étudiants en situation de précarité énergétique. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Déborah. Alors, c'est vrai que cette conclusion est un peu négative. Mais on a quand même beaucoup de résultats intéressants à tirer de cette étude. Merci. En effet, on a des limites qui me semblaient importantes à préciser. Est-ce qu'on pourrait faire une toute petite pause? Peut-être qu'il y a quelques questions peut-être sur cette méthodologie avant d'arriver aux résultats. Moi, j'ai une question, c'est... ou peut-être qu'on pourrait l'aborder à la conclusion de l'étude, mais savoir tous ces biais, qu'est-ce qu'on pourrait y faire maintenant? Quelle suite on pourrait donner à cette étude pour répondre à tous ces biais et toutes les limites de cette étude? C'est-à-dire quelle réponse on pourrait apporter pour essayer de mieux comprendre, etc. Donc ça nécessitera peut-être d'autres études. Voilà. Alors après, les commentaires là, des participants, c'est... voilà, c'est souvent ceux qui sont les plus pauvres, bien sûr, qui sont les mieux pauvres, comme ceux au SA, c'est souvent trop le cas. Voilà. C'est ce qui était dit dans les commentaires. Voilà, donc je propose, gardez bien en tête cette question pour peut-être la fin, c'est savoir quelle suite on peut donner, parce qu'il y a quand même beaucoup de biais, beaucoup de limites à cette étude. Alors, on peut en tirer des enseignements, et vous avez commencé à en tirer d'ailleurs des enseignements, parce que tout biais, tout le travail sur les biais, ça permet de mieux comprendre un certain nombre de choses, en particulier ce que vous avez dit sur les calculs de l'ONPE. Voilà, et c'est quelque chose qui a interpellé en tout cas l'ONPE très fortement, et qui va prendre en compte ces sujets. Voilà, donc Déborah. Oui. Pardon, Régis, il y a une personne qui souhaite s'exprimer, donc est-ce qu'on peut lui donner la parole? Bien sûr, tout à fait, oui. Donc, je vous ai, Alain Guézou, vous pouvez prendre la parole, je vous ai activé, en principe, vous pouvez activer votre micro pour parler. Oui, moi, ça va être juste une question très, très simple. Alain Guézou de l'association RSA 38 qui regroupe des allocataires du RSA en Rhône-Alpes. Faire une étude sur les étudiants pauvres, c'est très bien. Enfin, sur la précarité énergétique, c'est très bien. Mais quand il s'agit d'étudiants pauvres, ce serait peut-être bien aussi d'y mêler leurs parents. Parce que les parents et les étudiants pauvres viennent souvent de familles pauvres. Et le problème, c'est que les parents ne sont jamais concertés dans ces études-là. Et c'est un peu dommage. Parce que je pense qu'on aurait des choses à dire, et j'en parlerai pas plus longtemps maintenant, mais je pense qu'il y a des choses à dire et qui seraient révélatrices de la situation de beaucoup d'étudiants qui sont pauvres, issus de familles pauvres et qui sont effectivement en reste à vivre négatif dès que le loyer est payé. Parce que ça, c'est une réalité quotidienne que l'on vit. Et principalement, quand les étudiants pauvres de familles pauvres vont étudier en dehors de Grenoble. Par exemple, nous avons des étudiants qui partent à Aix-en-Provence, ou à Toulouse ou à Lyon dans le cadre de leurs études.
et qui vivent des situations vraiment dramatiques. Merci. Merci beaucoup, Alain. Je laisse Régis réagir. Juste par rapport à cette remarque que vous venez de faire, je vous invite à lire l'étude qu'on vient de réaliser au niveau de l'Observatoire de l'hébergement et du logement sur la question des jeunes. Elle sera bientôt sur le site internet, et notamment cette question effectivement des solidarités familiales et des solidarités privées pour les jeunes, en tout cas, hein, qu'ils soient étudiants ou pas, est très, très importante et majeure dans la prise en compte de la précarité des étudiants et des jeunes de manière plus globale. Donc, n'hésitez pas en tout cas à lire cette étude, elle est assez intéressante sur ce point-là. Et je laisse Régis reprendre la parole. C'est une information sur cette étude qui portait effectivement aussi sur ces questions de lien entre les solidarités privées et les solidarités publiques pour les jeunes. Oui, merci Anissa. Oui, vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. On a bien identifié ce phénomène-là. C'est que devenir étudiant, ça précarise la famille dans très souvent des cas, dans beaucoup de cas. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas intégré dans cette étude-là. C'est parce qu'on ne peut pas. Il y a des impacts énormes, mais on a voulu déjà, c'est un début d'étude, savoir de la vue des étudiants. Quelle est la vue des étudiants sur cette précarité énergétique. Mais ça vaudrait le coup d'aller un peu plus loin et de regarder quel impact la vie étudiante a sur l'ensemble des familles. Je ne sais pas, Déborah et Isabelle, je crois que vous aviez aussi un commentaire sur ce sujet-là. Simplement que, effectivement, l'enquête était assez longue. On a eu un taux de réponse assez intéressant. Et le souci, c'est que en fait, on pourrait aller plus loin, c'est sûr, et ça serait très intéressant. Mais là, la première question, c'était déjà au moins de comprendre ce phénomène et de mettre des données et des caractéristiques avant de tirer le fil et d'aller plus loin éventuellement. Mais on est toujours limité dans les contraintes méthodologiques, financières, de temps aussi, de sollicitation des étudiants. Donc voilà, là, c'était une première mise qui, après, en appelle d'autres. Mais voilà, on est consciente qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin sur de nombreuses thématiques. Mais voilà, là, on a posé quelque chose et ensuite, voilà, on pourra creuser si on est missionné par des structures. Ça peut se faire, évidemment. Mais voilà, on est aussi limité avec la taille du questionnaire. Et après, ça appelle peut-être aussi plutôt des groupes focus ou du qualitatif avec des entretiens. Enfin, probablement d'ailleurs, ce serait plutôt cette méthode-là. Et bon, voilà, c'était pas l'objet de cette première étude, mais effectivement, ça peut être. C'est des éléments à prendre en compte. Pour la personne qui vient juste de parler, là, c'est très intéressant ce que vous dites et on peut le comprendre. Nous, allocataires du RSA, on le comprend très bien. Mais juste une question sur la précarité énergétique, par exemple. Est-ce que vous savez que sur les parents allocataires du RSA grenoblois qui ont des enfants étudiants en dehors de la ville de Grenoble, on leur a enlevé le RSA parce que la CAF considère que les enfants qui étudient à Paris, à Toulouse, ou même à Aix-en-Provence, même à Lyon, n'habitent plus au domicile. Et donc, le parent, alors que l'enfant a moins de 25 ans, l'enfant n'habite plus chez ses parents. Et donc, ce qui fait que beaucoup de parents allocataires du RSA n'envoient pas leurs enfants étudiants étudier en dehors de Grenoble. Donc, ça met une barre importante intellectuellement parce que, justement, ils perdent leur RSA. Et juste parce que je pense qu'il faut le dire de temps en temps, moi, j'ai un fils qui étudie à Paris, par exemple, je perds 280 € par mois parce que la CAF m'a enlevé le RSA parce que mon fils reçoit directement son APL à Paris. Donc, comment voulez-vous que mon fils, une fois qu'il a payé son loyer à Paris, je puisse, moi, lui payer un confort énergétique? C'est impossible. Et je ne parle même pas du confort alimentaire. Donc, je pense que ça, c'est une question qui est vraiment capitale. Si on veut faire un débat, il faut commencer à poser des vrais problèmes. Et beaucoup d'enfants de pauvres n'osent pas répondre à ce genre de questionnaire parce que ça met en danger leurs parents, mais ça met surtout en danger eux-mêmes et qu'ils ont honte. Moi, mon fils, qui est étudiant à la Sorbonne, a honte de dire que son père est au RSA. C'est comme ça, on ne peut pas le changer. Et je pense qu'il y a des questions qui sont vraiment vitales qu'il faut poser dès le départ. Parce qu'il faut aussi que les étudiants, nos enfants, prennent conscience que ce n'est pas une tare que d'être au RSA. C'est un fait, c'est une vie, c'est comme ça.
Je ne dis pas que c'est le hasard ni le destin, mais bon, c'est comme ça et qu'il faudrait peut-être trouver des moyens grâce à vos questionnaires, grâce à votre travail qui est essentiel et capital pour notre compréhension, pour nous. Et voilà, c'est tout. Bah, je me tais parce que je suis bavard et je me tais. Mais c'est bien. Non, mais posez les bonnes questions, quoi. Et puis surtout, quand vous faites un questionnaire, tournez-vous vers des parents qui connaissent la précarité, la pauvreté, dire mais voilà, qu'en est-il? Voilà, c'est juste demander aux parents, est-ce que vous avez un mot à dire qui pourrait aider à poser des questions? Ben oui, monsieur, dame, nous aussi, on sait réfléchir et nous aussi, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est débiles mentaux et on a des questions à poser. Et nos enfants, l'avenir de nos enfants nous intéresse. Merci, excusez-moi, je suis bavard, je me tais. Du coup, on peut peut-être effectivement fermer la parenthèse, mais pour finir, interroger les parents, c'est encore un autre procédé d'enquête. Donc, voilà. Mais du coup, on va revenir sur. Et puis, juste ce qu'on peut dire aussi, c'est que effectivement, on sait que ces questions de revenus, elles sont sensibles. Le questionnaire était un questionnaire anonyme, ce qui explique aussi, je pense, un taux de réponse assez bon. Entrer dans vraiment la vie des familles, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et comme vous l'avez très bien dit, hein, il y a beaucoup plus de réticence en fait à répondre dès qu'on va creuser et qu'on sort de l'anonymat. Du coup, sans transition. Alors, par rapport au questionnaire et à cette étude, donc on a soulevé un certain nombre de biais qui me semblait important de mettre en avant parce que, comme on l'a dit, c'est une expérimentation et c'est un sujet qui a encore été très très peu traité jusqu'alors. Néanmoins, on a des éléments très intéressants, même s'ils ne répondent pas à toutes les questions qu'on peut se poser. Cette étude, elle permet de répondre à un certain nombre d'éléments. Juste pour rappel, là, on parle bien de notre échantillon, de cette étude-là, à ce moment-là, avec ces étudiants-là. On n'extrapole pas, on l'a déjà dit, mais je le répète, on n'extrapole pas à l'ensemble des étudiants grenoblois, encore moins plus large. C'est vraiment les réponses de nos répondants, on va dire. Donc, vous avez peut-être eu le temps de prendre connaissance de la diapo, mais on sait que le logement est plus ou moins choisi par les étudiants, des fois peu choisi et plus subi que d'autres. En particulier, les plus jeunes étudiants sont moins autonomes dans leur choix. Souvent, les parents peuvent aiguiller, peuvent aider les étudiants à choisir leur logement, voire participer au budget, on l'a déjà dit. Et puis, il y a un non-choix, c'est le budget, les capacités financières des étudiants et de leurs parents à payer leur loyer, qui est très variable selon le type de logement, que ce soit du logement Crous ou alors du logement en résidence privée service ou alors dans le parc diffus auprès d'un particulier, par exemple. Et au milieu de tout ça, nous, on étudie le point sur la qualité énergétique du logement et ce n'est pas du tout la priorité lors du choix du logement. Les étudiants, d'abord, c'est le loyer, ensuite, ça va être la localisation, ensuite, il y a d'autres facteurs et finalement, la qualité énergétique et la notion de précarité énergétique, elle n'intervient quasiment pas. On le voit au travers donc ça, c'est des choses qu'on sait, mais voilà, on peut le chiffrer au travers de notre échantillon. L'âge du bâtiment, qui peut avoir une incidence sur la qualité énergétique du logement, est méconnu pour la moitié des répondants. Que l'étudiant souffre du froid ou soit en situation de précarité énergétique ou non, on a le même taux de réponse, ça change rien finalement. Donc c'est pas un élément qui est repéré par les étudiants. Et alors quand on regarde l'étiquette énergétique du logement, qui est encore plus précis, encore plus parlant, on va dire, pour connaître la situation du logement, là on a 80% de non-réponse, alors même que c'est un critère qui aujourd'hui est maintenant un affichage qui est obligatoire par les agences immobilières notamment. Donc voilà, c'est des éléments qui ne sont pas conscientisés par les étudiants. Si on regarde ce qu'on obtient sur le froid, sur la sensation de froid, on a dans notre échantillon dans une enquête réalisée en hiver, un tiers des répondants qui déclarent souffrir du froid dans son logement.
contre 15% pour la chaleur. Alors, on sait que voilà, c'est un questionnaire en hiver, les étudiants n'ont peut-être pas subi la chaleur en été parce qu'ils n'étaient peut-être pas dans ce logement-là. Et puis, voilà, c'est dans l'actualité, c'est présent dans la tête au moment de la passation du questionnaire. Ce qu'on observe, c'est que les répondants les plus âgés sont les plus concernés. C'est les 3/4 des plus de 24 ans. Pardon, je suis une bêtise. Donc, on a 10 points d'écart par rapport à la moyenne chez les 24-25 ans et 12 points chez les plus de 27 ans. Après, en parallèle, on sait aussi que les plus âgés résident plus souvent dans le parc diffus. Le parc diffus, c'est je loge chez un particulier, soit par une agence, soit en direct, mais je ne suis pas dans une résidence dédiée. Et donc là, on a les 3/4 des plus de 24 ans qui logent dans un parc diffus contre les 2/3 des 18-19 ans. Et plus on est jeune et plus on est dans une résidence dédiée, et plus on est âgé, et plus on est en autonomie. Et voilà, il y a un lien entre la qualité du parc diffus et l'âge, du coup. On a aussi, on l'a dit, les étudiants les plus jeunes qui sont moins autonomes dans leur logement et dans leur budget. Donc, on a aussi un regard des parents qui est plus important et qui peut peut-être pousser à choisir un logement plus qualitatif dans la mesure de leurs moyens. On a noté que les filles ressentent plus fortement le froid que les garçons. On a 16 points d'écart, mais c'est aussi les filles qui résident le plus souvent dans le parc diffus. On a 5 points de plus que les garçons. Donc, bon, voilà, c'est assez lié aussi. On note également un lien qui est entre les charges élevées et un ressenti du froid élevé, ce qu'on a appelé une forme de double peine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le froid. En termes d'impact sur la santé, qui était aussi un point important du questionnaire, un tiers des répondants relèvent des traces de moisissure ou d'humidité dans leur logement. Et c'est un taux qui est plus élevé lorsqu'on loge dans le parc diffus que lorsqu'on est dans une résidence privée ou dans le parc du Crous. On a essayé de qualifier la précarité énergétique étudiante et avec les facteurs de risque en dissociant 2 sous-échantillons pour connaître les spécificités de ces populations et de leur logement par rapport à l'ensemble des répondants. Donc, on a pris les répondants qui déclarent souffrir du froid dans leur logement et on a pris les répondants qui déclarent avoir déjà eu des difficultés à payer leurs factures. Et donc, parmi les premiers, donc c'est le tableau de la partie de gauche de la diapo, parmi les répondants qui déclarent souffrir du froid dans leur logement, on en a un quart qui déclarent également un impact sur leur santé physique. Alors, donc, c'est le 23%. Alors que ceux qui ne souffrent pas du froid, il n'y en a que 4% qui déclarent un impact physique un impact sur leur santé physique. On peut aussi relier la difficulté à payer les factures avec la santé physique et mentale. Donc, parmi les personnes qui ont eu des difficultés à payer leurs factures d'énergie, il y en a plus de la moitié qui déclarent un impact sur leur santé psychologique, donc c'est le 56%, contre un quart seulement des personnes qui n'ont pas de difficulté à payer leur facture d'énergie. Donc, l'écart est assez important entre les deux sous-populations en termes d'impact sur la santé. En termes d'action, on a essayé de savoir ce qui était mis en œuvre par les étudiants qui sont concernés. On observe une certaine désillusion. Il y a des situations compliquées. On a un tiers des répondants qui ont froid, mais parmi eux, on en a seulement 20% qui ont abordé le sujet avec leur propriétaire. Pour les difficultés liées à la chaleur, le taux est encore plus faible. On a un quart des étudiants qui subissent un équipement défectueux. Et pour autant, parmi cette population-là, ce sous-échantillon-là, on en a seulement un quart qui en parle à leur propriétaire. Et pareil, pour les étudiants qui ont des difficultés à payer leurs factures d'énergie, il y en a très peu qui évoquent ça avec leur propriétaire. Et en fait, donc c'est pour ça qu'on parle de certaine résignation. Mais finalement, lorsqu'ils évoquent toutes ces difficultés avec leur propriétaire, finalement, il y en a peu qui sont entendus. On a seulement 60 étudiants qui ont évoqué faire leur doléance et qui ont effectivement bénéficié d'actions entreprises par leur propriétaire. Donc, il y a une certaine résignation, finalement, un peu à raison. Et voilà pour ce qu'on pouvait dire. Ah si, par rapport aux stratégies, on avait quand même questionné les étudiants sur les... du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
puisque visiblement, avec leurs propriétaires, le dialogue est assez peu présent ou enfin, peu réactif. Donc, on avait questionné sur est-ce que vous avez réduit vos consommations d'énergie, vos autres dépenses quotidiennes, sollicité l'aide de vos proches. Finalement, il y en a assez peu aussi qui ont ce type de stratégie. Généralement, les étudiants, quand ils font quelque chose, ils réduisent leur consommation d'énergie. Ensuite, ils réduisent les autres dépenses quotidiennes et après, éventuellement, ils se tournent vers leurs proches. Mais c'est à peu près tout. Et finalement, les étudiants, c'est un public qui est très mobile, qui change de logement facilement, plus facilement que d'autres types de publics. Et en fait, finalement, c'est un peu ça la solution trouvée par les étudiants lorsqu'ils sont en inconfort dans leur logement, ça va être de rester les 9 mois de l'année et de changer de logement ensuite, s'ils le peuvent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette étude. Donc, malgré les différents biais évoqués au début de la présentation, donc on a quand même des éclairages qui sont intéressants sur les facteurs de risque de subir une précarité énergétique lorsqu'on est étudiant. Déjà, le parc diffus, il est plébiscité par les répondants, mais c'est aussi le parc le moins qualitatif. Donc, il y a peut-être quelque chose à jouer, à faire sur ce point-là auprès des particuliers. L'étude met également en lumière des conséquences sur la santé des étudiants. Alors, c'est peut-être des choses qu'on pouvait avoir en tête, mais là, on peut un peu plus le quantifier, en tout cas sur cet échantillon-là. Pour autant, toutes ces problématiques-là ne sont pas du tout prises en compte lors du choix du logement. On a dit, c'est d'abord le budget et ensuite d'autres critères. Et finalement, la réponse peut passer déjà par une plus grande sensibilisation des étudiants, de leurs parents, et aussi des propriétaires pour améliorer la qualité de l'offre de logement, notamment dans la région grenobloise. Voilà, ils sont disponibles pour échanger. On n'a pas regardé, on va peut-être... Merci Déborah et merci Isabelle pour cette présentation. C'est assez rapide, mais vous avez compris quand même ce travail qui est parti d'un travail d'étudiants sur le terrain qui avait envie de comprendre un petit peu ce que c'est que la précarité énergétique avec les biais et les limites de cette étude. Mais encore une fois, c'est la première fois qu'une étude comme ça est faite. Elle a ses imperfections, elle a surtout ses limites du périmètre qui avait été étudié. Et je remercie beaucoup l'intervention qui a été faite parce que c'est très très c'est un impact beaucoup plus important. On pourrait aussi regarder l'impact que ça a sur le niveau des études et puis le succès des études. Je remarque une chose, parce que c'est un des sujets qui est beaucoup travaillé par la chaire Hope, c'est l'impact sur la santé et en particulier la santé psychologique, la santé mentale. Souvent on l'oublie. On a d'autres études qu'on est en train de mener avec la chaire Hope sur les relations entre précarité énergétique et santé, qui mériteraient peut-être d'intégrer tout ce qui a été dit aujourd'hui là. On a lancé une grosse étude qui s'appelle Rénov Santé au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour essayer de comprendre les consommations de soins avant et après rénovation, pour qualifier et quantifier l'impact santé d'un mauvais logement, d'un logement non rénové. Et c'est une grosse étude qui est lancée, puisqu'elle est lancée avec le CPAM, avec les mutuelles de santé, avec le monde du bâtiment, avec des bailleurs sociaux, avec un certain nombre de personnes. Et on retrouve un petit peu les mêmes recommandations et les mêmes choses sur ce qui a été dit sur les étudiants, avec peut-être chez les étudiants. Alors, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les étudiants, je reviens sur la remarque de Déborah, il y a une certaine désillusion ou abandon de la situation, parce que c'est une grosse caractéristique aussi par rapport à la population standard, c'est que les étudiants, ils ne sont pas pérennes dans leur logement. Ils disent c'est un mal à payer, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, de toute façon, à la fin des études, on sera ailleurs. Donc, il faut souffrir pour être beau. En gros, c'est ça. Et c'est ça qui fait une différence aussi entre le monde étudiant et le monde des autres en précarité énergétique. Je ne sais pas s'il y a des questions autour de ces différentes présentations qui ont été faites sur les opportunités aussi que ça peut donner pour essayer de mieux comprendre cette approche qu'ont les étudiants de leur précarité énergétique. Il y a certainement un aspect, effectivement, que regarder sur l'impact sur la famille, sur les parents.
Alors, ça nécessite beaucoup plus lourdes et beaucoup plus complexes, comme l'a rappelé Isabelle, parce que c'est des méthodologies un petit peu différentes, parce que ça dépasse le périmètre d'une région, parce que c'est... Et on pouvait parler aussi des étudiants étrangers. Il y a quand même beaucoup d'étudiants étrangers à Grenoble. Nous, on a lancé sur la région grenobloise un travail sur la précarité énergétique des étudiants étrangers, spécifiquement. Et c'est aussi un sujet assez intéressant. Il me semble aussi, Déborah et Isabelle, qu'il y avait des interpellations sur le non-recours au droit que les étudiants peuvent avoir. Ils savent pas, il y a beaucoup de droits, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais les étudiants ne font pas appel au chèque énergie, un certain nombre de choses, au-delà du phénomène qui a été dit en disant le RSA, oui, ça a un impact puisqu'ils n'habitent plus dans la même famille, il y a un certain nombre de choses. Donc, je ne sais pas si Déborah et Isabelle, si vous aviez il me semble qu'il y avait des questionnaires aussi sur les recours, les non-recours. Je laisse la parole à Déborah et à Isabelle pour répondre à la question de Régis. Mais Régis, je pense qu'à un moment donné, il faudra arrêter les non-droits. Les non-droits, on les connaît, nos droits. Croyez-moi, quand on est pauvre, étudiant pauvre ou pas du tout étudiant pauvre, on connaît nos droits. Le problème, ce n'est pas l'accès aux droits, c'est de pouvoir posséder les droits. Vous parlez du chèque solidarité énergétique. Bien sûr, c'est une très belle chose. Mais est-ce que vous savez que 9% simplement d'allocataires du RSA perçoivent le chèque? Pourquoi? Parce qu'un allocataire du RSA ne fait pas de déclaration d'impôt. Il ne voit pas l'intérêt de faire sa déclaration d'impôt. Or, personne ne lui a dit que le chèque de solidarité énergétique ne peut être dispensé que s'il y a une déclaration d'impôt de fait. Donc, si les parents ne connaissent pas les choses, les enfants ne peuvent pas les connaître. Et quand les enfants apprennent certaines possibilités, la réflexion ne revient pas sur les parents pauvres. C'est ça. Et je pense que là, vous avez tout à fait raison, Régis. Excusez-moi, oui, Régis, c'est ça. Vous avez tout à fait raison de poser la question. Mais je pense que quand on est pauvre, on n'a pas d'éducation. On manque d'éducation. Je parle des parents, je ne parle pas des enfants, je parle des parents. Beaucoup d'entre nous n'avons pas d'éducation. Donc, on n'est pas en mesure d'accompagner nos enfants. Déjà, quand notre enfant en l'école primaire nous dit « Papa, tu ne m'accompagnes pas à l'école parce que j'ai mes copains qui m'attendent à la porte d'entrée », imaginez du passer du primaire à la faculté. Beaucoup de parents ici, chez moi, dans l'association que je représente, n'osent plus aborder la question d'éducation avec leurs enfants parce qu'ils sont à la fac et eux n'ont même pas le certificat d'études. Donc, il y a vraiment un travail de fond et vous avez entièrement raison, Régis. Et Isabelle et Déborah, c'est pareil. Votre étude, elle est vraiment passionnante pour ça. Ce qui serait bien maintenant, c'est qu'elle soit communiquée autour de vous pour qu'on puisse, nous, progresser. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne demanderaient pas mieux que de progresser et d'apprendre. Et quand un de mes enfants ou les enfants viennent nous voir en disant « Papa, voilà, j'ai froid », la seule réaction, c'est un propriétaire, c'est un connard. Enfin, excuse-moi d'être vulgaire, je suis désolé. C'est du langage de la rue, je suis désolé. Et c'est vrai que les parents ont aussi un rôle à jouer important. Et je pense qu'il faut aussi dire aux parents, jouez votre rôle de parent. Si l'enfant a un problème avec son propriétaire, allez voir le propriétaire. Vous êtes le parent, vous êtes responsable. Donc, et je pense que c'est ça aussi qui manque, c'est ce retour vers les parents. C'est-à-dire que vous faites des études sur les étudiants, mais vous défaussez les parents de leurs responsabilités. C'est ce que nous, on pense. Attention, voilà. Après, on est là pour apprendre, nous aussi, bien sûr. Voilà. Mais je pense que votre étude, elle est vraiment importante et essentielle s'il y a un retour vis-à-vis de nous pour que nous, on puisse vous retourner l'étude vers vous aussi après. Ça, c'est hyper important, qu'il y ait le dialogue instauré. Mais vraiment, vraiment, merci beaucoup. J'ai appris vachement de choses ce matin. Et croyez-moi, je n'avais fait qu'une feuille et ça n'a pas suffi. Donc maintenant, j'en suis avec mon cahier. Donc, vous voyez, je prends des notes. Merci Alain. Et puis, je voudrais rajouter une couche, parce que parmi les plus pauvres, il y a beaucoup d'étrangers. Et parmi les étrangers, et c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi dans l'étude qu'on est en train de lancer sur les relations entre consommation de soins et logement, on s'aperçoit que notre questionnaire, il aurait fallu faire en portugais, en arabe et en turc. Et il y a beaucoup, et au-delà du manque d'éducation
qu'il y peut y avoir des lacunes d'éducation. Il y a également la lacune du langage, de la compréhension. C'est quand même pas facile, les aides, les demandes d'aide et le rapport avec l'administration, c'est quand même pas facile. Alors, quand on ne parle pas français, c'est encore beaucoup plus compliqué. Voilà, et c'est une chose qu'on est en train de mettre en évidence aussi, c'est que la langue est une barrière pour mieux s'aider à sortir de la précarité énergétique. Voilà. Il y a la honte, bien sûr, et puis il y a la langue aussi, entre autres, il y a d'autres choses. Déborah et Isabelle, je voudrais peut-être répondre un petit peu à sur la thématique des stratégies ou des solutions. On avait questionné les étudiants, enfin dans le questionnaire, il y avait une question qui portait sur le FSL, le chèque énergie, les aides des communes, des associations. C'est des pratiques qui ne sont pas mises en œuvre. Je crois qu'on a une poignée de répondants qui ont répondu oui, je bénéficie de ces aides, mais c'est pas, comme j'ai dit, ça ne rentre pas dans leur stratégie de réponse à cette précarité énergétique. Clairement pas. Et après, pour les étrangers, alors effectivement, notre questionnaire, le questionnaire du master a été diffusé en français. Maintenant, quand on questionne les étudiants, on se pose de plus en plus souvent la question de le traduire, au moins en anglais, à minima. Voilà. Après, ça demande toujours aussi un travail supplémentaire et voilà, c'était trop compliqué pour la constitution, pour le groupe qui a passé le questionnaire, la manière dont ils travaillent, ça rentrait pas dans leur. C'était un groupe d'étudiants à la base qui a construit cette enquête, donc c'était pas envisageable. Maintenant, c'est une question à laquelle on est attentif par rapport quand on enquête sur des échantillons aussi grands d'étudiants, on sait qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers. On l'a bien en tête. Après, je pense que honnêtement, les prochains questionnaires, si on les traduit, ce sera en anglais. Je ne pense pas qu'on ait la possibilité d'aller plus loin, mais ce sera déjà une première phase. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres intervenants très riches, hein? Merci à Alain pour son intervention qui est très, très forte et pertinente et qui va nous permettre aussi peut-être de voir un peu des perspectives à cette étude. Juste par rapport aux tout premiers échanges sur finalement comment répondre à ces biais, un élément qu'on n'a pas dit, mais en fait, bêtement, déjà, retravailler le questionnaire, si cette étude devait être refaite, réactualisée. Déjà, la réflexion sur les questions, la manière dont c'est posé. Je précise, voilà, c'était un groupe d'étudiants de master qui a travaillé sur cette enquête, qui a eu assez peu de temps. Et puis dans des conditions, voilà, c'est un travail en groupe. Voilà, c'est toujours un peu compliqué et surtout il manquait aussi de temps. Ils avaient quelques semaines, mois, je crois, pour réaliser l'enquête. Donc voilà, partant de cette première expérience, la plus grosse amélioration qu'on pourra faire, ce sera déjà sur la formulation des questions. C'est tout bêtement. Oui, juste, il y a Alain qui va en parler, je lui ai laissé la main, juste une réponse à une de ses remarques. Oui, ça fait partie de notre mission et de notre travail, notre priorité, de diffuser ce travail qui a été fait, cette enquête, et de diffuser ça le plus largement possible. On a déjà présenté avec la URG à l'ensemble du réseau Rappel, parce qu'on a fait donc, le réseau Rappel qui est l'ensemble des acteurs au niveau national, qui est réseau qui regroupe l'ensemble des acteurs qui travaillent contre la précarité énergétique et la lutte contre la précarité énergétique. On l'a présenté à l'ONPE, à tous les partenaires de l'ONPE, justement pour que l'ONPE puisse intégrer cette problématique de cette population étudiante et avec la remarque qui a été faite sur les parents, qui a été faite également, la même remarque qui a été faite à l'ONPE aussi, donc c'est bien pris en compte, tous ces sujets sont bien pris en compte. Voilà, donc comme il dit dans le commentaire, plein de pistes à explorer. Le sujet est complexe, comme le précise Philippe Durand dans ses commentaires. Le sujet est complexe, mais au moins on a voulu commencer à mettre un peu le coin dans notre œil un peu là-dedans pour essayer de faire avancer le sujet. Voilà. Alain,
Oui, excusez-moi de monopoliser un peu la parole, mais je pense que votre traduction, là, votre idée de traduction, ce serait une grave erreur. Ce serait une grave erreur parce qu'on s'adresse à des étudiants. Donc, les cours en France sont donnés en français. Et je pense que ce serait marquer encore les différences qui existent dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas uniforme. Chez nous, au RSA 38, par exemple, à Grenoble, nous avons des chercheurs du CNRS jusqu'à des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, je pense que la véritable raison, et vous avez tout à fait raison, Déborah, en disant ça, ce sont des étudiants donc, qui parlent français. On fait les questions en français et ça évitera, encore une fois, de marquer les différences d'origine sociale, raciale, etc. etc., etc. Moi, je voulais juste dire une dernière chose. Effectivement, c'est bien de communiquer. Je suis un des farouches partisans de la communication, mais je suis surtout un des farouches partisans de dire aux gens qui sont concernés, venez travailler avec nous, au moins donner l'information. C'est-à-dire que je suis persuadé, quand le département de l'Isère, par exemple, a fait ses premiers documents sur le RSA, ce sont des techniciens du département qui ont fait les brochures et personne ne comprenait rien. À partir du moment où ce sont des allocataires du RSA qui ont réalisé avec des techniciens du département les premières brochures sur le RSA, et bien, de suite, c'était beaucoup plus compréhensible. Parce que souvent, c'est aussi ce côté de compréhension de la véritable question. Et une dernière chose que je voudrais dire, il faut bien insister sur la précarité énergétique. Effectivement, je parle en particulier des étudiants, vous parliez tout à l'heure, hein, les parents cadres ou les parents middle class, on va dire. Et ben, effectivement, il ne faut pas croire que les enfants sont déconnectés de la réalité des parents. Moi, je suis papa célibataire avec 3 garçons qui ont de 25 à 20 ans, qui sont tous les 3 étudiants. Et je peux vous dire que c'est un sujet dont on parle beaucoup parce qu'effectivement, ces enfants qui sont des enfants de pauvres, hein, ils n'ont pas honte et tant mieux pour moi, savent aussi communiquer vis-à-vis de leurs confrères et vis-à-vis de leurs confrères consoeurs d'ailleurs, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et dernière chose que je voulais dire, effectivement, les garçons étudiants vivent une misère énorme, mais ce qui est grave, ce sont sur les filles. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles étudiantes qui ne sont pas du tout préparées, pas du tout armées, et dont les parents n'ont pas du tout préparé et armé leurs filles, on va dire comme ça, à la difficulté de la vie étudiante. Et je pense que là, il y a un véritable problème psychologique, parce que je pense qu'effectivement, la précarité énergétique entraîne des conséquences sur la santé, mais je pense que plus que la précarité énergétique, c'est la précarité psychologique qui est hyper importante, parce que nous, à l'association, avant, ce n'était pas du tout le cas. Maintenant, on commence à recevoir des jeunes filles qui ont 20, 22, 23 ans, dont les parents on les connaît, parce qu'ils sont au RSA, on les connaît, et qui viennent nous voir parce que d'abord, elles nous prennent un peu comme les confesseurs, en fait. Et moi, je suis un ancien étudiant de l'école du Louvre, hein, donc je suis historien, je suis au RSA parce que c'est comme ça. Mais je ne suis pas préparé à recevoir des confessions de gens, ni d'adultes, ni d'enfants, ni d'adolescents. Je ne suis pas préparé, je ne sais pas faire ça. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut insister. C'est la précarité psychologique des jeunes filles. Et je suis désolé de dire ça, parce que moi, je suis pour une parité absolue, mais je pense que malheureusement, il y a de plus en plus de jeunes filles qui rencontrent des difficultés, qui ne peuvent pas s'exprimer. Alors, certains diront que ça les amène vers la prostitution. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de dire ça. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus de filles qui viennent nous voir, des jeunes femmes, pardon, qui ont entre 20 et 25 ans, qui viennent nous voir en nous disant qu'est-ce que je peux faire pour payer ceci, payer cela. Et ce sont les premières qui ne veulent pas aller. Elles y vont, mais elles y vont en reculant sur la précarité énergétique comme sur la précarité alimentaire. Je me tais. Merci beaucoup pour cette dernière remarque. On va devoir clôturer ce webinaire puisqu'on arrive à la fin de la séance. Il est bientôt 9h30. Je suis désolée de vous couper, mais il va falloir qu'on arrête la séance. Je vais laisser la main à Régis Largillier pour clôturer cette séance. Merci beaucoup, Alain, de l'ensemble de vos remarques.
Oui, merci Alain pour ce témoignage très fort et très enrichissant et très en phase avec l'enquête. Merci beaucoup. Donc, merci à tous les participants d'être venus nous écouter et partager. N'hésitez pas à partager cette étude autour de vous. La présentation sera disponible. Anissa va pouvoir la rendre disponible, cette présentation, avec l'accord de la ERG, mais je pense qu'on l'a déjà diffusée à droite à gauche. Donc, n'hésitez pas à faire connaître cette présentation. Merci à Déborah, à Isabelle pour cette présentation, cette étude. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer et d'approfondir ces travaux avec peut-être d'autres partenaires. Je voudrais juste rappeler que ce séminaire fait partie d'une série de séminaires, dont le prochain séminaire, c'est la semaine prochaine, le 15 novembre, avec Lalek et Soulia sur les politiques énergétiques de rénovation répondent-elles aux besoins des ménages les plus modestes? Ça, c'est une vraie question très intéressante et très d'actualité. Beaucoup de courage à Alec et Soulia pour pouvoir répondre à cette question, mais ça va être passionnant et très intéressant. Et je vous rappelle également ce qu'Anissa a dit, la grande journée de cet ensemble d'événements qui aura lieu le 6 décembre. Voilà, avec un présentiel, avec des débats, avec des personnalités. Et, voilà, donc je vous invite tous à participer à cette journée du 6 décembre. Merci à tous et bonne journée. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou voulez approfondir le sujet. Merci beaucoup, merci Francis de ton animation et merci à Déborah et Isabelle pour cette présentation très intéressante. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde.